Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 21 mai. Première journée de pourparlers en Suisse, censé finaliser un protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis déjà fragilisé 4 jours après sa signature. Outre le nucléaire et le gel des avoirs iraniens, la question du cessez-le-feu au Liban violé par l'entité sioniste peu de temps après sa signature est un des points centraux des discussions menées sous la médiation pakistanaise et qatarie. Numérisation, lutte contre les feux de forêt ou encore création du Conseil scientifique de la communauté nationale à l'étranger au menu de la réunion du Conseil des ministres présidé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Et puis législative du 2 juillet en Algérie, les représentations diplomatiques s'activent, particulièrement en France où les consulats multiplient les journées d'études, de sensibilisation et de formation au profit de l'encadrement en charge de l'opération électorale. Bonsoir à tous. Fin ce dimanche de la première journée de pourparlers en Suisse, censé finaliser un protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis, déjà fragilisé par les agressions de l'entité sioniste au Liban 4 jours après sa signature. Les pourparlers irano-américains se tiennent à l'hôtel Bergenstock, surplombant le lac de Lucerne au centre de la Suisse. La délégation américaine étant dirigée par le vice-président J.D. Vance et l'iranienne par le président du Parlement Mohammad Bagher Khalibaf. Les discussions doivent aboutir sous un délai de 60 jours renouvelable à un accord final pour mettre un terme au conflit au Moyen-Orient déclenché par des frappes américano-sionistes sur l'Iran le 28 février. Et au début des pourparlers en Suisse, le vice-président américain J.D. Vance a dit espérer ouvrir une nouvelle page dans les relations avec l'Iran, telle que souhaitée par Donald Trump. Je tiens tout d'abord à remercier le président des États-Unis qui adresse ses meilleurs vœux à tous les grands dirigeants réunis ici, car il nous a donné les moyens de trouver une solution diplomatique à une multitude de questions importantes pour le peuple américain, mais aussi, je crois, pour le monde entier. L'ouverture du détroit d'Ormuz, la fin du programme nucléaire iranien, tout cela a déjà été accompli. La question qui se pose maintenant est la suivante. Que pouvons-nous accomplir de plus ensemble? Pouvons-nous tourner la page? Pouvons-nous changer durablement les relations au Moyen-Orient ou allons-nous retomber dans nos vieilles habitudes, ce qui n'est pas notre souhait, mais reste une possibilité bien réelle. Je pense qu'il est important pour le peuple américain, mais aussi pour tous les peuples du monde, de comprendre que si nous en sommes arrivés là, c'est grâce au leadership du président et à sa volonté de bâtir un Moyen-Orient bien différent dans 10 ans. Notre objectif est simple, transformer la diplomatie et la coopération, un Moyen-Orient marqué par la guerre entre l'Iran et les pays du Golfe, ou du moins par des relations très conflictuelles, et où l'Iran a été un facteur d'instabilité régionale. Aujourd'hui, nous entrevoyons un avenir où chacun pourra œuvrer ensemble pour promouvoir la paix et la prospérité pour tous. Au sujet du nucléaire iranien, le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé ce dimanche que Téhéran ne renoncerait pas à son droit à l'enrichissement, insistant sur le fait que les autres seraient forcés de l'accepter, tout en accusant son homologue américain d'avoir opéré un revirement à 180 degrés. Nous ne renonçons pas à notre droit à l'enrichissement et eux aussi seront contraints de l'accepter. Vous savez tous ce que disait le soi-disant président des États-Unis. Il a opéré un revirement complet. Il affirmait que l'Iran devait capituler sans condition. L'Iran n'a aucun droit de faire ceci. Il n'a aucun droit de faire cela. Puis, dans un discours, il a déclaré que l'Iran avait le droit de faire ceci, qu'il avait le droit de procéder cela. Autrement dit, il a fait volte-face et a admis qu'il ne pouvait ignorer nos droits.
Et pour Téhéran, outre le nucléaire et le gel des avoirs iraniens, la question du cessez-le-feu au Liban, violé par l'entité sioniste peu de temps après sa signature, est un des points centraux des discussions menées sous médiation pakistanaise et qatari. Souhila Akilal. La situation au Liban au centre des discussions diplomatiques irano-américaines qui se tiennent en Suisse. Des négociations cruciales et le mot est faible. Alors que l'entité sioniste maintient toujours ses troupes dans le sud du Liban, l'Iran persiste et signe. Pas d'accord de paix si l'escalade sioniste se poursuit au Liban. Une condition sine qua non sur laquelle l'Iran n'entend pas faire de concessions. Le protocole d'accord prévoit une période de 60 jours de pourparlers centrée sur le programme nucléaire iranien et la levée des sanctions contre l'Iran en vue d'un règlement final. Mais Téhéran exige l'arrêt des combats sur tous les fronts, notamment avec le Liban, avant tout accord final. D'ailleurs, peu avant le lancement des discussions de ce dimanche, en Suisse, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghei, a une nouvelle fois averti sur X qu'aucun accord avec les États-Unis n'est possible sans cessation des hostilités au Liban. Les attaques sionistes contre le sud du Liban ont été particulièrement violentes ces derniers jours. Cette situation a conduit l'Iran à fermer à nouveau le détroit d'Ormuz, invoquant des attaques sionistes au Liban et la mauvaise foi des États-Unis dans leur accord intermédiaire sur la fin de la guerre. Un communiqué du corps des gardiens de la révolution islamique a largement été diffusé dans ce sens samedi à la télévision d'État iranienne, compte tenu des actions sionistes au Liban et du manquement des États-Unis à leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu. Alors que les discussions s'annoncent houleuses en Suisse, Trump, lui, menace d'imposer des péages américains dans le détroit d'Ormuz si un accord définitif avec l'Iran n'est pas conclu dans les 60 jours. L'accord provisoire prévoyant la gratuité de la navigation pendant 60 jours sur cette voie navigable vitale pour l'approvisionnement mondial en pétrole. Après des mois de discussions stériles et de déclarations contradictoires de part et d'autre, l'air frais suisse arrivera-t-il à apaiser les tensions et dissiper les points de discorde? Affaire à suivre. Et dans ce contexte, le vice-premier ministre libanais Tarek Matri a averti que la présence des forces de l'entité sioniste risquait de se transformer en occupation permanente, et ce, à la veille de négociations sous l'égide des États-Unis. Nous espérons que lors des négociations israélo-libanaises sous l'égide des États-Unis qui reprennent le 22 de ce mois, la question du retrait sera abordée. Nombre d'entre nous restent sceptiques. Israël a poursuivi de nombreux objectifs de guerre. L'un d'eux est d'anéantir le Hezbollah, mais un autre est de créer une zone de sécurité au sud de ce qu'ils appellent la ligne jaune, ce qui équivaut à une occupation permanente et au dépeuplement de ces villages. Nous craignons que le retrait israélien ne se déroule pas sans heurts dans l'immédiat. Et sur le terrain, l'entité sioniste poursuit ses exactions. Au moins 7 personnes sont tombées en martyrs ce dimanche dans une série de frappes aériennes ayant visé plusieurs zones du sud du Liban. Le point avec Amel Amzian-Zitouni. Des panaches de fumée s'élèvent du sud du Liban alors que des frappes sionistes se poursuivent sur Nabatché, dans la vallée de la Baqa et dans d'autres régions du pays du Cèdre. Malgré l'entrée en vigueur du cessez-le-feu et les différents efforts de trêve négociés par la communauté internationale, les attaques sionistes sur le Liban se poursuivent de manière récurrente. Le bilan des victimes s'alourdit de jour en jour. Le ministère libanais de la Santé avait annoncé samedi que l'agression sioniste contre le Liban a fait 4057 martyrs et 12 121 blessés. Pas plus loin que ce matin, des frappes aériennes ont principalement ciblé la localité de Sahmar située dans la Beraa occidentale où 5 personnes dont un enfant et une femme ont perdu la vie, selon le centre des opérations d'urgence du ministère libanais de la Santé. 2 autres décès ont été enregistrés dans la région d'Otir, portant le bilan à 7 victimes directes d'après l'agence de presse libanaise ANI. Le peuple libanais traverse une crise multidimensionnelle sans précédent. Les souffrances sont multiformes, un effondrement économique et financier historique, de graves traumatismes liés à l'agression sioniste féroce, une instabilité politique chronique et une situation humanitaire alarmante qui affecte l'ensemble du territoire.
L'entité sioniste poursuit également son agression génocidaire contre la bande de Gaza. Au moins 2 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce dimanche dans un bombardement effectué par un drone des forces de l'occupation sioniste qui a visé un groupe de citoyens à l'ouest de la ville de Khan Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne. Depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 73 032 martyrs et 173 357 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés portant notamment sur le portail national des services numériques, ZL Digital Service, et sa mise en service. Les moyens de lutte contre les feux de forêt, le financement du projet de réalisation de la ligne ferroviaire Larwat-Gardaya-El Mniara dans son premier tronçon, ainsi que la création du conseil scientifique de la communauté nationale à l'étranger et de l'Agence nationale d'archéologie. Et ce dimanche, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a tenu à féliciter le secteur des finances ainsi que l'ensemble de ses cadres pour les efforts déployés afin de faire sortir l'Algérie de la liste grise du groupe d'action financière GAFI qui classait le pays parmi les États suspects en matière de blanchiment d'argent et de corruption financière. D'ailleurs, la sortie de l'Algérie de la liste grise du GAFI fait toujours couler l'encre. Des experts en économie et en finance ont mis en avant l'importance du retrait de l'Algérie de cette liste, décidée pour rappel vendredi à l'unanimité par les membres de la plénière du groupe. Et pour en savoir un peu plus sur cette décision et ses répercussions, retrouvons en direct Nazim Sini, professeur agrégé en économie et spécialiste en questions internationales. Bonsoir. Bonsoir et merci pour votre invitation. Alors concrètement, Nazim Sini, que signifie la sortie de l'Algérie de la liste grise du GAFI ? Écoutez, d'abord, il faut saluer les efforts et la coordination et la synchronisation de l'ensemble des parties prenantes qui ont œuvré pour faire sortir l'Algérie de cette liste grise du GAFI. En premier lieu, le ministère des Finances, les cadres de la Banque d'Algérie, mais aussi tous les consultants et les experts qui se sont dévoués corps et âme pour faire en sorte que l'Algérie ne puisse plus être inscrite sur cette liste qu'elle n'aurait pas dû intégrer de base. Et en fait, ce que ça signifie, c'est-à-dire que dorénavant, l'Algérie retrouve une crédibilité et surtout un poids au niveau de sa signature dans ses engagements extérieurs. Ça va permettre de fluidifier les transactions financières, surtout dans les échanges commerciaux avec les banques étrangères. Ça va raccourcir les délais, notamment en matière de transfert de fonds. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'inscription de l'Algérie sur cette liste grise permettait d'inscrire en fait un point de vigilance. Et aujourd'hui, ce qu'il faut saluer, c'est la rapidité avec laquelle notre pays a répondu aux exigences en matière de lutte contre la criminalité financière, qui englobe évidemment le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme ou le financement d'activités illicites. Donc c'est très important de démontrer qu'avec la volonté politique, mais également les efforts qui ont été consentis, aujourd'hui notre pays ne fait plus partie de cette liste, qui, je tiens à rappeler, continue à enregistrer des pays, non pas des moindres, comme le Vietnam, comme l'Angola, la Côte d'Ivoire ou encore le Cameroun. Très bien, vous avez cité quelques exemples, mais quel impact direct aura cette nouvelle décision sur les entreprises algériennes et sur le climat des affaires en général en Algérie ? En fait, c'est tout simplement un gage de transparence et aussi de stabilité de notre système financier et notre système bancaire. Ça va aussi créer un effet d'appel d'air pour les investisseurs étrangers, surtout permettre aux entreprises, surtout nos entreprises nationales qui sont dans une démarche de commerce extérieur, que ce soit dans des opérations d'exportation ou des opérations d'importation. Les auto-entrepreneurs aussi ?
peut-être? Évidemment, et aussi les auto-entrepreneurs, de ne pas être contraints par des délais, par une surveillance accrue, par une sorte, j'allais dire, de syndrome de culpabilité Mmh. en positionnant nos opérateurs comme étant dans une position de blanchiment. Donc c'est très important, en fait, c'est surtout un gage de crédibilité et surtout un maître mot qui est la confiance. En fait, aujourd'hui, c'est une confiance qui est retrouvée envers les opérateurs économiques algériens, mais surtout envers la signature de l'Algérie dans ses engagements au niveau du commerce international. Merci beaucoup, Nazim Sini, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé en économie et spécialiste des questions internationales. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions. Dans le reste de l'actualité, chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre algérien des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé ce dimanche à Amman pour une visite officielle en Jordanie. Au cours de cette visite, le ministre d'État s'entretiendra avec son homologue jordanien Ayman Safadi, ainsi afin d'évoquer l'état actuel de la coopération bilatérale et les moyens de renforcer les relations et la coopération entre les deux pays. Par ailleurs, le ministre d'État participera à la réunion consultative ministérielle arabe sur les derniers développements dans la région, ainsi qu'à la reprise de la 165e session ordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel. Le ministre d'État, ministre algérien des hydrocarbures, Mohamed Arkab, a souligné ce dimanche à Alger, lors de l'audience qu'il a accordée au secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz, Philippe Mchelbila, l'engagement de l'Algérie à poursuivre les efforts visant à renforcer le dialogue et la coopération entre les pays membres du GECF, à œuvrer au développement des projets contribuant au renforcement de la sécurité énergétique et à promouvoir la place du gaz naturel dans le mix énergétique mondial. Nous avons également évoqué le gazoduc transsaharien TGP, considéré comme un projet stratégique reliant l'Algérie, le Niger et le Nigeria. Ce projet participe à l'intégration économique et au développement durable dans la région, tout en contribuant à la sécurité énergétique des pays de transit et des marchés internationaux. Par ailleurs, nous nous sommes félicités du taux d'avancement réalisé ainsi que du lancement effectif de la réalisation de ce projet très important qui concrétise la volonté des trois pays de renforcer la coopération et le partenariat énergétique. L'Algérie a démontré un grand soutien au Forum des pays exportateurs de gaz, GECF, et ce pour renforcer l'usage du gaz au niveau international et régional, en particulier en Afrique. Nous avons eu l'honneur de discuter du projet du gazoduc TGP avec l'Algérie, que l'Algérie a effectivement commencé à réaliser en partenariat avec le Nigeria, tout en espérant que d'autres pays rejoindront le projet à l'avenir, afin d'exploiter le gaz produit en Afrique pour le développement du continent. Le surplus de la production gazière sera quant à lui exporté vers l'Europe, la région méditerranéenne et d'autres régions. Par ailleurs, Mohamed Arkab a reçu ce dimanche à Alger le PDG de la société saoudienne Midad Energy North Africa, Sheikh Abdelilah Mohamed Ben Abdullah Al-Aïban, avec lequel il a évoqué la coopération entre le groupe Sonatrach et la société saoudienne, notamment suite à la signature du contrat relatif au périmètre contractuel Illizi Sud. Lors de cette rencontre, l'accent a été mis sur l'importance de ce projet stratégique dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures en Algérie, reflétant la dynamique de partenariat positive entre les deux parties. L'actualité, c'est aussi l'Algérie qui consolide sa place de leader au sein de l'Union africaine en accédant à plusieurs postes hautement stratégiques, dont la présidence du COREP en charge des droits de l'homme et de la gouvernance. Cette forte présence au cœur des instances décisionnelles réaffirme le rôle clé joué par la diplomatie algérienne pour façonner l'avenir et l'intégration continentale. Maria Chouyer. C'est une nouvelle consécration qui réaffirme le rôle central de la diplomatie algérienne sur l'échiquier africain.
L'Algérie vient d'accéder à plusieurs postes stratégiques et comités clés au sein de l'Union africaine. Symbole fort de cette influence grandissante, Mohamed Khaled, ambassadeur et représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Union africaine, prend la présidence de l'important comité des représentants permanents en charge des droits de l'homme, de la démocratie et de la gouvernance. Mais la présence algérienne ne s'arrête pas là. Alger intègre simultanément le comité de suivi de l'agenda 2063, le comité des candidatures africaines à l'international, ainsi que des instances majeures liées à l'environnement, au transport, à la culture et à la lutte contre la migration irrégulière. Ces adhésions en cascade témoignent de la place privilégiée et historique qu'occupe désormais l'Algérie au sein de l'organisation, un positionnement qui reflète une confiance profonde des pairs africains envers un pays perçu comme un pilier de stabilité. Plus que de simples sièges, ces nouveaux postes permettent à l'Algérie de peser directement sur l'élaboration des politiques du continent, un rôle actif, réaffirmé en faveur de la paix, du développement et de l'intégration de toute l'Afrique. En s'investissant pleinement dans ces nouveaux mécanismes, Alger réaffirme sa doctrine panafricaine, celle d'une Afrique maîtresse de son destin, capable de porter une voix unie et souveraine sur la scène internationale. Une dynamique qui prouve une fois de plus que la diplomatie algérienne ne fait pas que siéger à l'Union africaine, elle en guide les ambitions. Je vous en parlais en titre législative du 2 juillet en Algérie. Les représentations diplomatiques s'activent, particulièrement en France, qui connaît une forte concentration de la communauté algérienne. Les consulats d'Algérie à Lille, Metz, Grenoble, Strasbourg, Nantes ou encore Besançon ont organisé des journées d'études, de sensibilisation et de formation au profit de l'encadrement en charge de l'opération électorale. D'ailleurs, la date d'ouverture de ce scrutin est avancée de 120 heures pour les membres de la communauté algérienne à l'étranger. Parlant cinéma tout de suite avec le court-métrage Témoin d'un passé emprisonné, présenté à la Cinémathèque d'Alger. Ce film retrace la mémoire d'anciens détenus de la prison de Selkedji à Alger, ravivant leurs souvenirs. Ce véritable témoignage visuel propose de replonger dans une période charnière de la révolution algérienne. Retour sur cette projection avec Fella El Laili. La Cinémathèque d'Alger a accueilli samedi 20 juin l'avant-première du court-métrage Témoin d'un passé emprisonné. Un film qui donne la parole à d'anciens détenus ayant vécu la période coloniale française. Tourné dans les cellules de la prison de Selkedji à Alger, le film retrace les souvenirs et les épreuves vécues par ces témoins de l'histoire qui racontent ce qu'ils ont vu et entendu. Ce qui nous a poussé à faire ce court-métrage, c'est un entretien que l'on a fait à la radio avec un ancien condamné à mort, Salah Melzi. Et son témoignage était poignant. Et pendant son témoignage, il nous disait « Il faut que la jeunesse sache ce qui s'est produit ». Et on s'est engagé ainsi, à aller jusqu'au bout de la promesse qu'on lui avait faite. Aujourd'hui, c'est un court-métrage où on s'essaye, un court-métrage de 18 minutes où on va mettre toute l'émotion. On a essayé de transmettre toute l'émotion de deux anciens condamnés à mort qui sont encore, alhamdoulilah, ils sont encore avec nous aujourd'hui. Et on espère que vous allez partager avec nous leurs émotions. Voilà. Le public composé de jeunes et de moins jeunes a été touché par ces témoignages poignants et douloureux et a salué l'importance de préserver et de transmettre cette mémoire de résistance. C'est un court-métrage très émouvant parce que je suis la fille d'un condamné à mort qui a échappé à la mort, pas par l'indépendance, mais en se sauvant de la prison d'El Khoudia avec Abdel Boulaïd. C'est un rappel. Mon père n'est plus là, ça fait un an qu'il n'est plus avec nous. Donc pour moi, c'était très, très, très proche. Vraiment, en parlant du documentaire, c'était un documentaire de qualité qui a beaucoup apporté pour le cinéma algérien, pour les petits projets qui va peut-être, Inch'Allah, donner des idées à d'autres personnes pour proposer des documentaires ou des courts-métrages dans le même thème pour préserver la mémoire des Moudjahidines et pour transmettre et perpétuer ce qu'ils avaient à nous transmettre.
À travers l'image et le témoignage, ce court-métrage documentaire rappelle l'importance de préserver la mémoire nationale de lutte contre le colonialisme français, au moyen de la parole de ceux qui avaient vécu dans leur chair l'histoire. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.